la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chères auditrices, auditeurs de la radio des sans-voix, bienvenue à votre émission Les artisans de la paix. Nous vous parlerons aujourd'hui du grand écrivain Émile Zola, l'auteur naturaliste des Rougon-Macquart. Fils d'un ingénieur d'origine vénitienne et d'une femme originaire de la Beauce, Émile Zola naît le 2 avril 1840 à Paris, mais passe sa jeunesse à Aix-en-Provence. À 7 ans, il est orphelin de père, ce qui pose des difficultés financières à sa mère. Il va tout de même au collège où il côtoie Paul Cézanne, mais les problèmes d'argent lui interdisent bientôt les études. Revenu à Paris en 1858, il échoue 2 fois au baccalauréat à cause du français. Puis renonçant à peser plus longtemps sur le budget de sa mère, il décide de chercher du travail. Après quelques petits postes ingrats, il entre en 1862 à la librairie Hachette en tant que commis. C'est en 1864 qu'il fait la connaissance de celle qui deviendra sa femme, Alexandrine Meillet. Cependant, Émile Zola ne lui sera pas fidèle et entretiendra à l'âge de 50 ans et jusqu'à sa mort une double vie avec Johanne Rosero qui lui donne ses 2 enfants, Denise et Jack. Les 2 femmes acceptent cette situation, mais Émile Zola dira souvent qu'en voulant faire le bonheur de tous, il a fait le malheur de chacun. À la mort de l'écrivain, Alexandrine accepte que Denise et Jacques portent le nom de leur père. Dans les années 1860, Émile Zola prend rapidement du galon pour devenir responsable de la publicité au sein de la librairie Hachette. Profitant de cette situation privilégiée, il croise et noue des relations avec de nombreux écrivains et lit ses contemporains. Par ailleurs, par l'intermédiaire de Paul Cézanne, il est au contact de peintres prometteurs, baignant dans les cercles artistiques et intellectuels parisiens. Il se fait une place dans les rubriques littéraires de la presse. Prenant la défense de peintres refusés au salon, comme Manet, il se construit une réputation de critique d'avant-garde. Après les contes à Ninon, il publie en 1865 son premier roman, La Confession de Claude, avant de démissionner 1 an plus tard pour se consacrer à l'écriture. En 1867, il publie son premier roman naturaliste, Thérèse Raquin, l'œuvre qui raconte un meurtre sordide et la déchéance des personnages rongés par la mauvaise conscience, fait scandale dans la presse. Zola y traitait d'égoutier, on lui reproche de faire de la pornographie. Mais cela ne l'arrête pas et il publie une impressionnante littérature faite de romans et d'articles. De surcroît, il rallie à lui quelques auteurs parmi les plus fins. À l'image de Gustave Flaubert, en 1871, il publie La Fortune des Rougon, premier volume du cycle des Rougon-Macquart, suite romanesque composée de 20 volumes rédigés en 25 ans. Véritable monument de la littérature française, le Rougon-Macquart retrace une épopée familiale sous le Second Empire. Dans une démarche qui vise non plus le beau mais la vérité, Zola s'appuie sur des considérations scientifiques en mettant en exergue la filiation de Tard au sein de cette famille. Zola souhaite donner à la littérature une portée scientifique et théorise dans ce sens le roman expérimental, dont l'objectif est d'observer un personnage dans une multitude de situations très différentes.
Si cette idée mène à une impasse, puisque l'acte d'écriture reste parallèlement un acte de création, Zola n'en retire pas moins une approche révolutionnaire du roman. N'hésitant pas à proposer des descriptions crues qui provoquent l'ire des conservateurs et des gardiens du beau et de la morale, s'attachant à des personnages de tous les étages sociaux. Il crée le naturalisme, courant littéraire qui va entraîner de nombreuses jeunes plumes dans son sillage. Les publications d'Émile Zola deviennent, malgré les scandales, des véritables succès commerciaux et littéraires, notamment à partir de l'Assommoir, tandis qu'il se lie d'amitié avec Gustave Flaubert et Alphonse Daudet. Il a dès 1878 les moyens de s'acheter une villa à Médan, dans les Yvelines. Le naturalisme est devenu une véritable école littéraire et cette nouvelle possession en est le point de ralliement. Ainsi, Guy de Maupassant, Jorika Losman ou encore Henri Seyard passent de longues soirées auprès du maître Zola. En 1880, il publie un ouvrage collectif intitulé « Les soirées de Médan ». On y retrouve notamment la nouvelle boule de suif qui lance Maupassant sur la voie du succès. La même année, Zola publie Nana, histoire de l'insouciance et de la décadence d'une prostituée. Une fois encore, le succès est à la hauteur du scandale. 5 ans plus tard, Germinal plonge dans l'univers des mineurs et place le peuple ouvrier au centre de l'intrigue. En 1887, la Terre provoque un nouveau scandale et notamment une réaction d'une partie de la nouvelle génération littéraire qui se réclamait du naturalisme. C'est le Manifeste des 5. À partir de 1894, avec les cycles Les Trois Villes, puis les 4 évangiles, Zola donne un engagement plus socialiste et prophétique à ses œuvres. Mais cette période est avant tout marquée par son engagement dreyfusard et sa lutte contre l'antisémitisme. Le 13 janvier 1898, il publie une lettre ouverte au président de la République Félix Faure dans le journal L'Aurore de Georges Clemenceau, intitulé J'accuse. Cet article fait suite à l'acquittement d'Esterhazy, prend parti pour Dreyfus et dénonce un procès inique et mensongère. C'est le véritable point de départ d'un scandale qui divise l'opinion française, condamnée à 1 an de prison. Zola doit s'exiler en Angleterre durant cette période. À son retour, il continue son combat pour Dreyfus en publiant ses articles dans un ouvrage intitulé La vérité en marche. Le 29 septembre 1902, il est asphyxié à son domicile à cause d'une cheminée bloquée. On soupçonne des anti-dreyfusards d'avoir provoqué cet accident, mais l'enquête ne permet pas d'aboutir à des résultats concluants. Dans les jours qui suivent, ses obsèques au cimetière Montmartre voient défiler de nombreux écrivains et anonymes, parmi lesquels des mineurs venus spécialement du Nord rendre hommage à l'auteur de Germinal, d'Émile Zola. La postérité a reconnu à la fois l'écrivain de génie et le porteur d'un message de tolérance et de justice au cours de l'affaire Dreyfus. Si ces théories sur l'hérédité et le discours sur la scientificité de la littérature sont désormais dépassés, le corpus qui en découle n'en demeure pas moins actuel et universel. En effet, via cet ensemble de notions, Émile Zola a ouvert un nouveau regard sur la société et indirectement remplacé la notion de destinée tragique au centre de l'écriture, ce qui confère à l'ensemble de son œuvre une dimension à la fois humaine et mythologique. C'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.